Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle session d'InnoGaz, déjà la 16e. Et aujourd'hui nous allons vous parler des acteurs engagés sur les gaz verts. Et nous allons même faire parler les acteurs engagés gaz vert. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Denis Nas, qui est vice-président du pays de Sungo, maire de Kormersdorf, qui va nous parler des gaz verts dans son territoire. Nous accueillons également Lionel Roux. Bonjour Lionel, président de VB Gaz, installateur. Vous allez témoigner autour de la mention gaz vert notamment. Et puis Pierre Gerbet, bonjour Pierre, délégué B2C de GRDF, et vous allez nous parler notamment de la mission décarbonation. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Isabelle Clavel, qui est la déléguée générale de Coenov. Coenov est à l'initiative d'InnoGaz. Isabelle, peut-être quelques mots d'introduction sur Coenov avant de laisser la parole à nos intervenants, que j'ai cités d'ailleurs dans le désordre. C'est Pierre qui prendra la parole d'abord, Lionel ensuite, et Denis enfin. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, évidemment, à réagir, à poser des questions, soit par le chat, soit à demander la parole, et je pourrai éventuellement vous la donner. Et nous terminerons cette visio aux alentours de midi. Merci encore à toutes et à tous. Si vous avez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas non plus à le faire savoir sur le chat. Et Hugo Roncin et Nicolas Pasquier vous répondront. Isabelle, à vous la parole. Merci Simon. Merci Simon, oui, merci de votre accueil. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce 16e live InnoGaz de Coenov, que j'ai le plaisir d'animer exceptionnellement. Donc, ce live, comme vous l'avez dit, il sera consacré à la valorisation des gaz verts dans les usages du bâtiment et notamment au témoignage des acteurs engagés gaz verts. Alors, quelques mots sur Coenov. Comme vous le savez, c'est une fédération qui regroupe les principaux acteurs de la décarbonation du bâtiment, donc les industriels fabricants, les majors franco-européens d'équipements de chauffage, que ce soit la chaudière, la pompe à chaleur. On a également les organisations professionnelles, donc l'ACAPEB, l'UMGCCP-FFB, le SINASA et ceux qui distribuent Coedis. On a également la chance d'avoir des représentants des usagers, puisqu'on a l'Union sociale pour l'habitat qui est membre de Coenov, donc avec tous les bailleurs sociaux de France. Et enfin, les énergéticiens, les acteurs du verdissement du gaz, que sont GRDF, France Gaz Liquide, France Gaz Renouvelable, France Hydrogène. Notre vision, un petit mot avant de lancer le live InnoGaz, vous la connaissez, mais je vous la rappelle, vraiment la vision de Coenov, c'est priorité à la réduction des consommations. Donc, que ce soit par la sobriété, bien entendu, la rénovation du bâti, l'efficacité énergétique, notre clé d'entrée, c'est d'abord la réduction des consommations avant le remplacement des équipements. La deuxième priorité, c'est le verdissement de tous les vecteurs énergétiques, et particulièrement du gaz. Donc, on en reparlera, je pense, dans ce webinaire, mais le dernier rapport des opérateurs de distribution du gaz en France, Perspective Gaz 2024, ont confirmé le potentiel que l'on a en France de transformer, de remplacer le gaz fossile par du gaz renouvelable. En fait, pour vous donner des ordres de grandeur, en 25 ans, d'ici à 2050, on aura à la fois une baisse des consommations. On va passer de un peu moins de 400 TWh de gaz consommé en France aujourd'hui à 200 TWh. Et dans le même temps, on va avoir la capacité de remplacer le gaz fossile par une trajectoire de verdissement du gaz et avec un potentiel pour le remplacer complètement en 2050. Donc, notre troisième axe, c'est vraiment la complémentarité, l'intérêt de maintenir la complémentarité des énergies, des vecteurs énergétiques en France. On a la chance de pouvoir verdir notre gaz et donc on va dire le meilleur optimum pour préserver la sécurité d'approvisionnement du pays. Et ça fait écho à un événement hier, par exemple en Espagne et au Portugal, qui montre que ça a de l'importance. Pour préserver également le pouvoir d'achat des usagers et la souveraineté énergétique, le meilleur optimum nous semble de pouvoir utiliser à la fois l'électricité décarbonée qu'on a la chance d'avoir en France et les molécules qui se verdissent.
Donc aujourd'hui, dans ce 16e Live InnoGaz, on va le consacrer, donc ça va porter sur une démarche innovante qui est portée par Coenov et les acteurs engagés gaz vert autour du soutien au gaz renouvelable. Donc aujourd'hui, les premiers acteurs engagés ont été les industriels fabricants que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui se sont lancés tout de suite dans la démarche en tant que membres de Coenov. Ils ont très vite été rejoints par les installateurs, les professionnels du terrain, les marchés du bâtiment et également les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de donner la parole à 3 témoins qui vont nous parler de leur action concrète de décarbonation via les gaz verts sur leur territoire et également comment ils valorisent, en valorisant, ils accompagnent la dynamique de cette filière. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Tout de suite, la parole à Pierre Gerbet, délégué B2C de GRDF. Pierre, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, merci pour ce petit mot d'introduction. Alors c'est toujours un plaisir hein, de pouvoir partager ce qui nous anime au quotidien, en l'occurrence le développement des gaz verts. Un petit mot sur GRDF. Donc GRDF, alors je vais vous passer une petite planche qui doit apparaître sur vos écrans, je pense. Euh, Comme ça, vous aurez les chiffres qui apparaîtront sur le lien. GRDF, c'est le principal distributeur de gaz naturel en France. C'est 11 millions de clients, donc des clients dans le résidentiel, des industriels, du tertiaire, également de la mobilité. On alimente 9500 communes également, et donc on distribue le gaz globalement sur tout le territoire. Je vais égrener quelques chiffres parce que c'est quand même important de pouvoir repositionner l'importance de l'énergie gazière dans l'écosystème énergétique. On alimente une maison sur 3, un logement collectif sur 2, un tertiaire sur 2, une industrie sur 3 et également des stations de GNV pour alimenter les flottes de poids lourds pour décarboner. Ce qui représente globalement un cinquième de la consommation finale d'énergie en France. Donc le gaz a quand même une part relativement importante. Et en plus, on est dans un pays thermosensible, hein, on a des hivers quand même relativement marqués, où on peut constater que la demande d'énergie est quand même peut être 4 fois supérieure à ce qui peut se passer le reste de l'année. Donc on a besoin de multiples énergies, des énergies stockables, pour qu'on puisse répondre aux besoins énergétiques des clients. Alors le gaz, on le distribue, mais le gaz, il faut qu'on arrive à le verdir, parce que c'est vraiment le point essentiel, tu l'as rappelé tout à l'heure Isabelle en introduction, il faut qu'on arrive à verdir ce gaz. Cette dynamique du verdissement du gaz, elle existe déjà depuis un certain nombre d'années. On a globalement 750 unités de méthanisation aujourd'hui qui injectent dans le réseau de gaz, ce qui représente 4% de la consommation française. On a dépassé 14, on va approcher les 15 TWh de gaz injectable. Et aujourd'hui, cette production de gaz vert, elle est portée essentiellement par la filière agricole. Quand vous traversez la France, vous pouvez voir de temps à autre un certain nombre d'unités de méthanisation, hein, ces yourtes vertes qu'on trouve sur le bord des routes, pas très loin des réseaux de gaz, et donc qui aujourd'hui produisent du gaz à partir d'intrants agricoles. Donc la France a un gisement d'intrants qui nous permet, on va le voir tout à l'heure dans les perspectives d'évolution de production, qui nous permettent d'assurer cette production de gaz vert. C'est la filière agricole aujourd'hui qui porte globalement ce développement, mais il y a d'autres procédés qui vont arriver, qu'on est en train de lancer. On a la pyrogasification, qui est la méthanisation des déchets de la biomasse, donc du bois, et la gazéification hydrothermale, qui est la méthanisation de la biomasse humide, par exemple des déchets de stations d'épuration. Aujourd'hui, les stations d'épuration ont des déchets, plutôt que d'emmener ces déchets dans des incinérateurs, on préfère les méthaniser et donc produire du gaz vert. Donc il y a différents canaux aujourd'hui de production qui se mettent en route, qui devraient nous permettre demain d'atteindre euh, une partie des besoins de la consommation en France. Je le rappelais, aujourd'hui on est à 14 TWh de gaz injectable dans le réseau. On a une très forte ambition en 2030 de passer à 60 TWh, multiplié par 5 ce qu'on fait aujourd'hui
Ah non, 5 ans. 5 ans, c'est demain. Et par 10 en 2035. Donc on a une très forte ambition aujourd'hui de développer le gaz vert sur le territoire. On verra, je pense, à travers les différents témoignages tout à l'heure. Et l'ambition ultime, 2050, un pays autonome en gaz. On a cette ambition d'avoir la France autonome en gaz et en gaz vert en 2050. Alors, cette ambition, elle se traduit dans notre projet d'entreprise, hein, dont le nom apparaît en haut de la planche, hein, mission décarbonation, ça porte bien son nom. Ça se résume, alors là, alors il y a bien d'autres items, hein, qui sont dans ce projet d'entreprise, mais les trois principaux sont identifiés ici. Donc, multiplier par 5 la production de gaz vert, on l'a vu à travers les différents procédés, c'est diviser par 2 également nos émissions de gaz à effet de serre, nous en tant que GRDF, hein, donc verdir la flotte, entre autres, utiliser du réseau biosourcé, faire en sorte d'utiliser des matériaux renouvelables pour fabriquer, exploiter notre réseau. Et puis un élément extrêmement important, je le citais en début d'introduction, on a 11 millions de clients, ces clients, on les a régulièrement au téléphone, on les côtoie à travers notre filière, la filière des installateurs, des fabricants, des négoces, et on doit leur porter un message de verdissement du gaz. Alors, ce verdissement du gaz, il arrive, on va dire, en haut de la pyramide, hein. Les actions qu'on mène vis-à-vis de nos clients sont relativement simples. Isabelle, tout à l'heure, tu évoquais la sobriété, et la sobriété fait vraiment partie aujourd'hui du discours qu'on doit porter à nos clients. Quand ils nous appellent, on essaye de leur porter ces conseils-là, mettre des têtes thermostatiques, des thermostats d'ambiance, désembouer, faire maintenir son installation de chauffage, hein, qui sont des actions qui permettent aux clients de faire baisser la consommation, donc de faire baisser évidemment la note énergétique à la fin du mois, et puis qui permet de faire durer dans le temps les installations de chauffage et de production d'eau chaude. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité énergétique. Efficacité énergétique, ça signifie quoi? Ça signifie que les clients qui aujourd'hui ont des vieilles chaudières, on les incite à regarder les nouveaux matériels. On échangeait tout à l'heure, avant de rentrer sur le plateau, sur différentes technologies comme la PAC hybride. La PAC hybride, c'est l'association d'une petite PAC et d'une chaudière qui permet de faire jusqu'à 40% d'économie d'énergie, jusqu'à 70% de gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est des systèmes qu'on promeut auprès de nos clients. Si les clients souhaitent changer leur vieille chaudière par une chaudière plus récente, ils peuvent le faire également, parce que la chaudière THPE, très haute performance énergétique, a aussi tous ses atouts en termes de gains énergétiques. Je crois qu'en termes de parc, Pierre, il y a environ encore un peu moins de 40%, mais ça représente encore 40% du parc qui pourrait être upgradé par des chaudières plus performantes et qui apporterait immédiatement des réductions de consommation et donc de gaz à effet de serre. Absolument. On parle de 40%, on parle d'une chaudière sur deux, mais en tout cas, c'est des proportions qu'il faut avoir en tête. Les clients qui aujourd'hui ont une chaudière peuvent se poser effectivement la question de faire des économies d'énergie et d'avoir un impact sur l'environnement en changeant leurs appareils, en passant sur une PAC hybride ou une THPE. Et le gaz vert arrive en fin on va dire, d'argumentaire. Hein. L'idée, c'est de pouvoir associer le gaz vert à cette efficacité énergétique. Si on a une PAC hybride associée à du gaz vert, vous le voyez sur le petit schéma qui apparaît à l'écran, on est en capacité de diviser par 20 l'impact environnemental en passant d'une vieille chaudière à une PAC hybride qui est alimentée avec du gaz vert. Donc on voit que le gaz vert aujourd'hui, c'est une solution. Le gaz est une solution de décarbonation. Ça prend tout son sens. Et la mention gaz vert qu'on a lancée il y a 2 ans, maintenant, on a fêté d'ailleurs les 2 ans au moment d'Interclimat il y a quelques semaines, a permis d'embarquer sur ces 2 premières années plus de 2500 acteurs, alors principalement des installateurs,
qui ont un rôle au quotidien dans le cadre d'un acte d'installation, de maintenance, de pouvoir porter ce message auprès des clients pour les rassurer. Alors j'ai pris sur le plateau des petites étiquettes, une petite étiquette là, qui fait 7 cm par 4 que vous voyez probablement de très loin à l'écran, mais qui donne 2 informations. Le fait que les appareils sont compatibles. Aujourd'hui, les appareils gaz sont compatibles au gaz vert, donc il n'y a pas de... on peut rassurer tous les clients et tous les installateurs aujourd'hui. Le gaz vert, c'est une molécule de gaz, sauf qu'elle est produite de manière différente. Donc les appareils sont compatibles. Et sur cette petite étiquette, on renvoie nos clients sur un site internet qui s'appelle choisirlegazvert.fr, qui vulgarise, on va dire, cette approche gaz vert. Et donc j'invite tout le monde à pouvoir flasher et à se rendre sur ce site pour se renseigner un petit peu plus. Et Pierre, les clients sont sensibles du coup à cette mention. Est-ce que vous voyez une évolution depuis quelques années dans leur perception du gaz et notamment du gaz vert? Alors, on fait des études régulières. Sur justement sur l'image du gaz vert auprès de nos clients. On voit que les clients sont de plus en plus sensibles au gaz vert. Donc c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans leur quotidien. Hein. Alors c'est porté, on a vu, hein, la filière a un rôle extrêmement important, hein, l'engagement de la filière, hein, je vais insister sur le sujet. On a beaucoup d'acteurs, hein, dans l'écosystème gazier, mais on a des installateurs, on a des fabricants, on a des négoces, on a évidemment des clients qui peuvent se renseigner par eux-mêmes. C'est cet écosystème qui doit porter ces messages auprès des clients, et les clients sont sensibles et commencent à avoir un peu plus de connaissances sur le sujet. Et vous allez voir sur la dernière planche, on a voulu vous mettre quelques exemples on va dire, d'actions portées par l'ensemble des acteurs qui s'engagent dans cette démarche. Alors vous avez quatre grands pavés, hein. Vous avez les fabricants aujourd'hui qui produisent des matériels, des chaudières, des packs hybrides qui peuvent glisser dans leur notice d'appareil la petite étiquette pour qu'au moment de la mise en service, l'installateur puisse la coller et sensibiliser le client que sa chaudière est compatible aujourd'hui au gaz vert. Elle est alimentée au gaz gris, au gaz naturel, et demain elle sera alimentée au gaz vert. Il n'y aura rien à faire. L'appareil est compatible. Donc les fabricants jouent le jeu. N'hésitent pas à utiliser cette marque dans leur communication, sur les réseaux sociaux, dans leur communiqué de presse. Donc c'est extrêmement important que la filière industrielle puisse porter ces messages-là. On a des messages, vous avez quelques exemples d'installateurs en bas sur la gauche. Alors on a l'association des professionnels du gaz aujourd'hui qui porte évidemment, qui est un des premiers promoteurs de la mention. On a certains installateurs qui arborent le logo sur leur véhicule de travail. Certains mettent ça sur leur flyer. En tout cas, il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui pour que l'installateur puisse porter ces messages auprès du client. On a des constructeurs et des promoteurs qui sont aussi sensibles au gaz vert, hein, dans le cadre de leur construction. Et puis évidemment des collectivités, et je crois qu'on vous voit en photo en haut sur la droite, avec un petit panneau, une ville engagée gaz vert, où les villes qui aujourd'hui ont sur leur territoire une unité de production de méthanisation mettent à l'entrée de la ville un panneau pour indiquer que sur ce territoire il y a un méthaniseur et que le territoire est alimenté au gaz vert. Donc on voit qu'il y a un écosystème aujourd'hui qui est hyper embarqué pour porter la promotion du gaz vert auprès des clients, que ce soit des clients résidentiels, industriels, tertiaires. On a d'autres exemples, hein. Il y a un exemple qui me traverse l'esprit, hein, sur des festivals engagés gaz vert depuis... Voilà, j'allais dire, ça se développe, la liste des acteurs s'étoffe, les industriels commencent à rejoindre la démarche, et on a même vu fleurir les festivals engagés gaz vert, dont le principe est de récupérer les déchets qui sont produits pendant le festival, et ensuite de les rediriger vers un méthaniseur pour ensuite alimenter la collectivité à proximité. Ça fait partie de la promotion, en tout cas de la sensibilisation des clients au recyclage et à la valorisation des déchets.
donc Festival Engagé Gaz Vert. Et tu le disais également, on commence à s'ouvrir un peu plus avec des industriels qui commencent également à voir à travers l'image du gaz vert. Évidemment, quand ils utilisent du gaz vert dans leur process, dans leur chauffage, et qu'ils ont un contrat de gaz vert, hein, c'est pas l'idée, c'est pas de faire du greenwashing, hein, mais on est très attentif à ça. Mais certains industriels rejoignent le mouvement, donc on voit que ça s'étoffe, et plus on en parlera, mieux c'est. Et donc, je vais pas dire le mot de la fin, mais ceux qui nous regardent, engagez-vous dans la démarche. Merci beaucoup Pierre. Et justement, nous allons laisser la parole à un autre acteur engagé de l'écosystème gaz vert, Lionel Roux, président de VB Gaz. Lionel, c'est à vous. Merci. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Merci Isabelle de nous avoir permis, au travers de l'association professionnelle du gaz, de pouvoir venir ici d'exprimer notre engagement dans le gaz vert. Moi je suis le dirigeant de l'entreprise VB Gaz. Donc, je suis le président de l'entreprise VB Gaz, installée à Créteil dans le Val-de-Marne, entreprise qui, comme son nom l'indique, est extrêmement engagée dans le gaz, dans l'énergie gaz, depuis plus de 40 ans, enfin près de 40 ans, pardon, on fêtera nos 40 ans l'année prochaine. Entreprise spécialisée dans la maintenance, l'installation, la réparation et le remplacement de tout appareil chauffage, production d'eau chaude, alimenté au gaz ou à d'autres énergies, mais on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, et qui appartient depuis plusieurs années au groupe Homserve, qui s'est énormément engagé là aussi dans la décarbonation au travers de projets qui vont de l'accompagnement d'entreprises comme les nôtres à l'engagement complet dans l'offre globale. Donc on est sur des travaux de rénovation qui peuvent être parfois lourds. Quand on parle de nos réalisations, aujourd'hui nous travaillons aussi bien avec des clients particuliers qu'avec des copropriétés ou alors des bailleurs privés ou sociaux dans lesquels cette notion d'engagement vers les énergies d'avenir est très important aujourd'hui, est en pleine réflexion. Et nos entreprises, pour compléter cette présentation de VB Gaz, doivent évoluer et donc on va dire se rattacher à tous ces projets qui aujourd'hui constituent notre métier de demain. Donc en tant que professionnel du gaz, nous aujourd'hui on s'engage dans tout ce qui est lié au gaz vert et on en assure la promotion. Nous on a choisi alors pour rebondir un peu sur ce que disait Pierre, on n'a pas fait exprès, hein, voilà, on est sur, moi je vais aller à mon niveau beaucoup plus restreint d'installateur, mais on a choisi aussi de travailler sur les différents niveaux, on va dire, d'action que nous pouvons engager en tant qu'entreprise. Le premier, c'est tout simplement notre devoir de conseil. Nous sommes installateurs, chauffagistes, et on va dire l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est très bien, mais une fois qu'on a dit ça, il faut faire des choses. Donc au quotidien, nous conseillons nos clients. Nous les conseillons dans les gestes du quotidien, on va en parler après. Nous les conseillons dans les évolutions à apporter à leurs installations. Pierre en parlait tout à l'heure et on va rebondir dessus. Et nous allons jusqu'au conseil du remplacement complet ou du passage à une autre solution. On parlait de pack hybride tout à l'heure. Ça sera un petit peu le niveau le plus haut où on va travailler sur un remplacement complet du système. Quand on parle de gestes du quotidien, on va parler d'éco-gestes. Nous aujourd'hui, Pierre en a parlé, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai que c'est important d'apporter aux clients la notion qu'une installation, sa vie, ça doit faire l'objet de réflexions quotidiennes de la part du client. On est sur... on avait eu un discours il y a quelques années de notre gouvernement qui disait passer à 19 degrés. Alors oui, voilà, comment on peut économiser de l'énergie, peut-être en chauffant moins, tout simplement. Comment on peut faire, peut-être régler la température d'eau à un niveau inférieur pour éviter que la chaudière fonctionne beaucoup plus souvent, prendre des douches moins longues. Voilà, donc tous ces petits gestes qui au quotidien vont pouvoir apporter, on va dire, non pas on va pas chercher à changer le confort, mais on va chercher à changer les habitudes de vie pour qu'on soit plus dans l'économie. On a aussi, comme l'a souligné Pierre,
des appareils qui aujourd'hui sont vieillissants. Nous, sur notre parc, j'en entendais encore un exemple ce matin d'un client qui a une chaudière de 1997. À un moment donné, une chaudière de 1997, les niveaux de performance ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et on a comme action à faire à notre niveau d'installateur, c'est d'apporter la solution au client pour lui montrer les vertus d'un remplacement de son appareil, pour apporter plus de performance, plus d'économie, et avec un niveau de confort qui peut aussi être amélioré. Et nous avons, au travers de ces chaudières, aussi tout l'aspect régulation. Souvent, on n'en parle pas, mais aujourd'hui, des robinets thermostatiques, moi, je ne vais pas dire mon âge, parce que ça ne se fait pas. Non, arrivé à 50 ans, moi, j'ai connu, quand j'étais tout jeune, les robinets thermostatiques. C'est-à-dire que moi, dans ma chambre d'enfant, j'avais déjà un robinet thermostatique, et aujourd'hui, quand on rentre chez les particuliers, on s'aperçoit que tous n'en sont pas équipés, alors que ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et c'est une solution qu'on peut apporter en complément de l'appareil. Il y a aussi maintenant les thermostats connectés. Il y a eu il y a quelque temps une vague un petit peu liée au conditionnement d'aide. Donc ça a apporté un petit boost en termes d'apport d'affaires, c'est très bien, mais ça a aussi permis de rentrer dans une culture où le client, il peut, au même titre qu'aujourd'hui on vous dit qu'on peut commander ses volets à distance, il faut comprendre qu'aujourd'hui on peut aussi commander son chauffage à distance, et que des fois quand on n'est pas présent et qu'on n'avait pas forcément prévu de partir longtemps, mais le séjour se prolonge, un week-end, etc., on peut aussi réduire la température dans son logement pour éviter de chauffer un logement pour rien, parce que personne ne l'occupe à l'heure actuelle. Une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, on a deux types d'appareils qu'aujourd'hui nous on souhaite promouvoir. Il faut juste comprendre qu'en tant qu'entreprise, nous, la meilleure solution, c'est celle qui convient au client. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour vendre une solution qui va répondre aux besoins du client. Moi, j'ai appris le commerce quand j'étais jeune. La première notion de commerce, c'est d'écouter les besoins, d'apprendre des besoins. Et après, on propose une solution. Moi, je ne suis pas monomarque, je ne suis pas monotype d'appareil, et donc j'apporte la solution qui sera la plus idéale au client. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on a, oui, 40-50% du parc qui n'est pas en chaudière THPE. Donc on essaye de convaincre nos clients de passer à des solutions plus performantes, mais on a aussi une part de clients qui aujourd'hui recherchent soit pour des effets de mode, soit parce qu'il y a un effet d'annonce, soit parce qu'il y a les aides, et qu'on parle de reste à charge et non plus de prix de l'installation. Ils recherchent une pompe à chaleur. Très bien, mais moi je travaille essentiellement dans le Val-de-Marne. Dans un milieu urbain, la pompe à chaleur, quand on est en collectif vertical, c'est très complexe. Et on travaille dans des milieux où on va dire que nos clients n'ont pas forcément la capacité à faire de la rénovation globale, de la rénovation d'ampleur. Et donc on va devoir travailler geste par geste. Et donc à ce moment-là, l'option pack hybride devient une vraie solution. Pour l'anecdote, on en a posé une la semaine dernière. Donc je ne dirai pas le constructeur pour ne pas faire de publicité, mais voilà, on est très content d'avoir ce partenariat avec ce constructeur où on apporte des solutions complémentaires. On n'est ni sur 100% de chaudière, ni sur 100% de pompe à chaleur, et on a une solution vraiment hybride, comme son nom l'indique, et qui nous apporte beaucoup de solutions. En fait, Lionel, c'est peut-être important de rappeler, mais vous avez commencé à le dire, c'est qu'effectivement, il y a une politique qui aujourd'hui incite massivement à électrifier les usages dans le bâtiment, mais on ne pourra pas tout électrifier. Il y a des configurations de logements qui ne s'y prêtent pas, que ce soit dans les logements comme à Paris, là, les quartiers, les bâtiments haussmanniens, ou effectivement du résidentiel, du type lotissement. Il y a des impossibilités techniques, il y a des impossibilités économiques aussi. On n'est pas du tout sur le même prix des équipements. Donc c'est important de rappeler qu'effectivement, vous êtes le mieux placé, vous en tant qu'expert et connaisseur des solutions, pour apporter la meilleure solution aux clients. Alors, vous avez parfaitement raison Isabelle. Alors le mieux placé, toute proportion gardée, parce que c'est très compliqué en fait. Vous avez eu énormément d'effets d'annonce, on va dire, dans les 5 dernières années. On ne va même pas remonter à 10-15 ans, on va remonter dans les 5 dernières années. Vous avez eu une première annonce il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Discours de politique générale d'Elisabeth Borne, on interdit les chaudières en 2025. Vous imaginez qu'avec 11 millions de clients, avec nous, on va dire,
Je ne connais pas la part, j'ai pas en tête la part des logements chauffés au gaz dans le Val-de-Marne, mais on doit bien être au-delà des 30%. Vous l'avez dit, il y a des modalités techniques qui font que, en France, on a une expression, rien n'est impossible. Voilà. On peut mettre de la pompe à chaleur partout, il n'y a pas de problème. Par contre, le coût, à un moment donné, le coût d'exploitation, le coût d'installation et la performance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas seulement le fait de dire on va remplacer tel appareil par tel autre, c'est de dire est-ce que ça va au moins aussi bien marcher. Aujourd'hui, nos clients ont un certain niveau de confort qui est apporté par un appareil qui est éprouvé depuis plus de 60 ans, on va dire, la chaudière a largement plus de 60 ans de technologie. Ça leur apporte le chauffage, ça leur apporte l'eau chaude et ça fonctionne bien, à un coût qu'ils savent maîtriser. On peut remplacer ça, mais à un moment donné, est-ce qu'on aura le même niveau de performance? On ne le garantit pas, on ne peut pas le garantir, nous installateurs, on ne va pas chercher une obligation de résultat, on va chercher à avoir une obligation de moyens d'apporter la même solution. Mais le résultat, ça dépendra de l'usage, de la façon dont le client va se servir de son installation, et surtout, vous parliez, pour rebondir, du modèle économique. Aujourd'hui, on a tendance, via les effets, la médiatisation de tous ces appareillages, à parler de reste à charge. Ce n'est pas le coût réel de l'installation. Quand vous installez un appareil à 5 000 euros, 4 000 euros, on va dire, nous c'est notre panier moyen, il est entre 4 et 5 000 euros pour une chaudière. On va dire dans un appartement on peut descendre à 2 000, 2 500, dans une maison assez cossue avec un peu de surface, on va monter à 8 000, 10 000 euros. On est 2 à 3 fois moins cher qu'un appareil des technologies qu'on veut nous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, le reste à charge ferait que c'est à peu près équivalent avec le système d'aide si on est avec des ménages précaires, etc. Seulement, la durée de vie de ces appareils-là n'est pas plus élevée qu'une chaudière. Entre le coût d'exploitation pendant le temps que va durer l'installation et le coût de remplacement, là, vous avez un modèle économique qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on sait que entre 4 et 5 000, c'était le même prix il y a 10 ans, sauf, et là, on ne peut pas présager de l'avenir, mais on va dire sauf révolution, ça sera le même prix dans 10 ans. Pompe à chaleur, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'était pas sur ces prix-là, et dans 10 ans, on ne sait pas où on sera. Et il y a un dernier élément dans le modèle économique. On a tous connu et subi, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, la hausse des prix du gaz. Elle a été importante, elle a eu un impact très fort. Nous, au niveau de notre apport d'affaires, elle a eu un impact très fort. Mais demain, le prix de l'électricité. Si on écoute l'Europe, on a un son de cloche. Si on écoute la France, on a un autre son de cloche. Si on écoute la profession, on a un troisième son de cloche. Aujourd'hui, on est en train de se dire, si l'électricité double demain, le modèle économique, il est complètement à revoir. Pardon. Donc, à nous de proposer encore une fois la meilleure solution pour que le client bénéficie des bonnes solutions avec le bon modèle, on va dire. Si vous le permettez, juste pour aborder le sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous parlons du gaz vert. VB Gaz est une entreprise engagée auprès de GRDF, auprès de l'association concessionnelle du gaz, pour s'inscrire dans cette démarche compatible gaz vert. Je remercie encore pour l'anecdote mes 2 collaborateurs qui avaient été primés dans l'opération gaz vert avec le CINASA il y a quelques années avec leur selfie. Ça m'avait fait beaucoup plaisir pour eux. Vous avez effectivement une étiquette. Pierre l'a très bien montré. Non, j'en ai une, Pierre. Voilà, on en a une, mais elle se voit très bien quand on avait fait le zoom. L'étiquette compatible gaz vert, on la met en place sur les appareils dès lors qu'on le peut. Comme je vous disais tout à l'heure, nous on a une population cible qui ne s'y prête pas forcément. Quand on est chez un bailleur social, parler du gaz vert, ça n'a pas un grand intérêt pour le client. Par contre, quand on est chez le particulier, il y a un vrai intérêt. Et cette étiquette gaz vert, elle a deux objectifs. Éclairer le client via le QR code, vous pouvez flasher et vous atterrissez, on va le voir tout à l'heure, sur un site. Et deuxième objectif, plus indirect, défendre notre métier de professionnel du gaz. On parle de gaz, on est des gaziers et on défend notre métier et notre profession. Pardon. Et quand vous flashez le QR code, vous allez sur un site spécifique dédié à ça, dans lequel, alors moi je suis allé faire un tour, je vous invite à le faire, parce que dedans, outre
publicité, alors on va pas parler de goût et de couleur, mais la publicité avec Jamel Debbouze qui a porté un message et qui a eu le mérite de faire parler du gaz vert. Vous avez sur ce site toute une explication de ce que c'est que le gaz vert, pourquoi, comment, et là je laisse plus aux propriétaires du site d'intervenir là-dessus, mais pour nous voilà, c'est une vraie force là-dessus. Et notamment, Lionel, si je peux me permettre, là sur la slide d'avant, on voit que très vite sur la page, on a une carte des méthaniseurs de France qui permet aux consommateurs qui a flashé le QR code, après d'aller sur cette carte et de regarder où sont les méthaniseurs les plus proches de chez lui, et puis de comprendre un peu le sens de toute cette économie circulaire qui se met en place avec la production du gaz vert à proximité de sa maison avec laquelle il va être chauffé, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça doit beaucoup plaire aux usagers d'en savoir un petit peu plus. Alors, en fait, on a deux aspects là-dessus. Le premier, effectivement, alors moi je suis Seine-et-Marnais, de lieu de vie, on va dire. Et effectivement, la Seine-et-Marne est très actrice dans ce projet-là, et il y a énormément de sites de méthanisation en Seine-et-Marne. Et le Val-de-Marne, notre secteur d'intervention, lui, il est collé à ce département. Et donc, effectivement, quand on parle gaz vert et quand on commence à parler de ce que c'est que la méthanisation, ça parle à nos clients. C'est-à-dire que voilà, ils entendent le message et ils comprennent là où on veut aller. Après, je pense que la parole est plus à GRDF de mettre en avant la façon dont ils construisent cette méthanisation. Mais pour nous, voilà, quand on a un client qui est ouvert à la discussion sur ce sujet, on sait lui apporter les éléments de réponse de base, sans rentrer dans les détails, sans rentrer, et là ça sera monsieur le maire qui peut-être pourra nous expliquer d'expérience, mais voilà, c'est sans rentrer dans les détails, oui, on sait expliquer qu'est-ce que c'est que la méthanisation et à quoi ça sert et d'où ça vient. Mais comme tu le soulignes, Lionel, hein, c'est un combat de toute une filière. Hein. C'est à la fois le distributeur, c'est à la fois l'installateur, le négoce, le fabricant. Tout le monde a sa part de responsabilité dans la promotion de l'énergie auprès du client, qu'il soit professionnel ou qu'il soit particulier. Donc il faut que tous ensemble on puisse porter ces discours. Et de la collectivité, que je ne dis pas, bien sûr. Tout à fait. Donc notre dernier rôle, on va dire, par rapport à cette démarche d'engagement vers le gaz vert, c'est aussi alors, quand vous voyez sur l'écran contrat de gaz vert, en fait, nous, VB Gaz, n'avons pas développé une solution de contrat d'entretien gaz vert. Voilà, ça n'existe pas à notre niveau. Par contre, ça existe au niveau des énergéticiens pour les contrats de fourniture. Et donc, quand le client souhaite rentrer dans cette démarche de gaz vert, bien évidemment, au-delà de la simple information, nous l'invitons à continuer son engagement via la prise auprès d'un énergéticien d'un contrat ciblé gaz vert, voilà, qui permet on va dire, de compléter la démarche. On a un appareil gaz vert, on souhaite s'engager dans la démarche et on va jusqu'au bout en affichant sa volonté de promouvoir cette énergie, y compris au sein de son contrat. Alors, je peux compléter aussi en disant qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a déjà 10 fournisseurs qui proposent des offres de gaz vert avec des contrats qui vont de 5% jusqu'à 100% de gaz vert et des prix, et c'est pour ça qu'il faut aller sur le site du médiateur de l'énergie, parce que des prix qui finalement s'avèrent encore assez compétitifs par rapport au prix repère de la Creux. Donc, c'est intéressant. Voire inférieur. Voire inférieur. Voire inférieur. Ça fonctionne si j'appuie. Oui, la dernière slide peut-être. Oui, c'est pour ça. Ouais. Ah, pardon. Hop là. Voilà. Donc, pour terminer là-dessus, en tant qu'installateur, moi, ce que je vous invite, c'est au même, à l'instar de VB Gaz, qui aujourd'hui porte cette mention gaz vert, c'est de pouvoir vous inscrire complètement dans la démarche. En premier lieu, en vous rendant sur le site, alors on va commencer par ce site-là, je vais commencer par le site avec le QR code. Renseignez-vous déjà sur ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Voyez comment vous pouvez articuler votre politique d'entreprise avec la politique d'engagement gaz vert. Après, il n'y a rien de compliqué. Sur le site boutiquegazvert.fr, vous avez des profils dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Et bien évidemment, sur ce site, vous pouvez commander les étiquettes qu'on colle sur les appareils. On peut commander des autocollants acteurs engagés de gaz vert, des affiches ou des flyers qu'on peut remettre aux techniciens qui vont intervenir chez les clients.
L'objectif pour nous, comme je le disais et que je garde en conclusion, l'objectif pour nous, c'est de défendre notre profession. Nous sommes professionnels du gaz. Pour ma part, l'entreprise s'appelle VB Gaz. On a un vrai rôle à jouer dans le fait que le gaz soit une énergie d'avenir, reste une énergie d'avenir. Et donc on va continuer à vous accompagner et je vous remercie de m'avoir permis de le présenter. Merci infiniment Lionel. Maintenant nous allons laisser la parole à Deminas. Deminas, vous êtes élu dans le Grand Est et vous êtes un convaincu des gaz verts, je crois. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci déjà de nous permettre de nous exprimer. Merci Isabelle et à Simon de nous donner cette occasion et vous dire que oui, je pense que c'est une véritable opportunité de structurer, d'organiser cette filière. On va mettre la présentation. Pour nous, c'est une véritable opportunité pour plusieurs raisons. C'est qu'effectivement, déjà vous voyez les différents partenaires que nous avons effectivement sur cette slide, partenaires effectivement entre GRDF d'un côté, mais surtout Territoire d'énergie et Chambre d'agriculture, ainsi que nos collectivités. Et je crois que c'est important que ce partenariat se fasse parce que nous considérons que c'est un véritable projet de territoire. Et le Sungo, alors c'est un petit territoire pour le situer, c'est au sud de Mulhouse. Donc le pays du Sungo, c'est à peu près une centaine de communes situées dans un territoire plutôt rural. Et nous considérons que la ruralité a un véritable atout et un enjeu effectivement à jouer ce rôle effectivement d'aménageur du territoire pour plusieurs raisons. Et pourquoi nous sommes investis sur ce territoire-là, considérant que c'est une priorité de développement des énergies renouvelables? Premier objectif, vous voyez, il y a une petite vache effectivement sur la slide. Notre objectif à nous au préalable, c'était comment préserver la filière élevage. Et c'est important qu'on puisse préserver la filière d'élevage parce que c'est effectivement préserver des surfaces prairiales. C'est derrière effectivement jouer notre rôle d'aménageur, de sécurité, de qualité d'eau, parce que nous considérons effectivement que l'élevage c'est aussi un atout sur la qualité de l'eau. Et donc, et nous considérons que les énergies renouvelables, c'est une vraie complémentarité à ces filières, surtout quand on voit les aléas effectivement économiques, politiques qu'on est en train de subir en ce moment, et surtout derrière climatiques, eh bien nous pensons que les filières des énergies renouvelables sont un atout complémentaire qui nous permet effectivement de soutenir tous ces enjeux-là. Alors, pour nous, premier enjeu, et pour continuer dans cet esprit, on devait faire effectivement le point sur la consommation sur notre territoire et nous rendons compte effectivement que nous sommes plutôt consommateurs. Bien sûr, nous sommes sur un territoire qui est plutôt effectivement un territoire pendulaire. Pendulaire, ça veut dire que les gens ont plutôt tendance à se déplacer. Alors quand on est au sud de Mulhouse et puis à l'est effectivement de Bâle, Belfort, vous pouvez vous imaginer que les gens vont se déplacer dans ces grands pôles. Et quand on se déplace dans ces grands pôles, bien ça veut dire qu'on finit par avoir chez nous plutôt une cité dortoir et parfois peut-être aussi un manque d'industrie. Et pourquoi que les politiques se sont intéressés aux énergies renouvelables? Nous pensons que c'est un vrai complément déjà de richesse auprès de nos territoires. Et comme c'est un territoire effectivement presque périurbain, c'est comment faire pour pouvoir développer des énergies renouvelables. Pour cela, je crois que les élus doivent mettre, je dirais, la main dans le cambouis et s'investir dans ces sujets-là. Cette complémentarité entre la profession agricole, parce que nous sommes convaincus effectivement que cette richesse doit se partager entre effectivement la profession agricole et les territoires ruraux, les collectivités, parce que eh bien, nous y voyons beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts effectivement, et en premier lieu, quand on voit la consommation que nous avons, le premier travail que nous avions fait, c'est effectivement travailler sur la sobriété, comment faire effectivement des économies pour être cohérent en tant que rôle d'élu. Eh bien, nous sommes beaucoup investis effectivement dans tout ce qui est France Rénov' avec quelques animateurs sur ce terrain. Mais derrière, c'est aussi comment développer la production d'énergie renouvelable. Et lorsqu'on voit la consommation et qu'on voit effectivement derrière la production, on se rend bien compte qu'on a une vraie difficulté majeure. C'est qu'en réalité, eh bien, on consomme 5 fois plus qu'on ne produit. Eh bien, pour arriver dans les objectifs qui nous sont imposés au niveau des directives européennes, eh bien, nous rendons compte que nous avons beaucoup de travail à faire. Puis quand on travaille un tout petit peu plus loin, on se rend compte, quand on constate en production d'énergie qu'aujourd'hui, nous avons un atout qui existe, effectivement le premier atout qui existe sur nos territoires ruraux, c'est effectivement ce que Dame Nature nous propose, c'est ce que entre l'eau et effectivement tout le végétal, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter comme solution?
eh bien, la première des solutions peut être effectivement mieux valoriser nos déchets. Et en premier lieu, on a pensé effectivement aux déjections de nos animaux qui, dans un territoire périurbain comme le nôtre, en les utilisant de cette manière-là, d'une part on les désodorise, donc on crée aussi un atout supplémentaire, puisque entre un lisier qui est plutôt effectivement chargé en odeur et indigestable, vous enlevez 90% effectivement de pression là-dessus, ça nous donne aussi une meilleure acceptabilité pour nos sujets. Et ce qui fait que, en parlant de tous ces sujets, et comme nous sommes sensibles à la qualité de l'eau, puisque dans nos petites collectivités, nous avons des petites aires d'alimentation, eh bien, on considère que c'est aussi un atout supplémentaire de développer de la méta, parce qu'en baissant l'utilisation de phyto, vous produisez de la biomasse, et en produisant de la biomasse, il peut parfois y avoir un échec. Mais cette biomasse qui n'a pas réussi, elle peut aussi être utilisée en méthanisation et permet à nos agriculteurs de prendre plus de risques dans l'évolution de leurs pratiques. Donc en conjuguant tous ces éléments, mais pas en mettant ces éléments en concurrence, mais de manière complémentaire, c'est ça qui est important, eh bien ça nous donne des atouts supplémentaires. Et puis, quand on sait que le métier d'éleveur c'est difficile, et c'est notre inquiétude, c'est comment que nos jeunes puissent s'intéresser à ces métiers-là. Eh bien on se rend compte que quand on commence à structurer, à organiser une méthanisation derrière, on réattire effectivement de jeunes compétences qui pour l'instant n'étaient pas forcément mobilisées à reprendre nos exploitations d'élevage. Et quand on les adosse à ces métiers-là, on se rend compte que c'est un atout supplémentaire et qu'ils s'organisent un peu d'une autre manière. Et au passage, nous réglons un certain nombre d'autres problèmes qui sont en lien avec les contraintes administratives, telles que la directive nitrate, du stockage des effluents. Bien faire du béton pour stocker simplement, c'est bien dommage, alors que derrière, en faisant ces bétons et de stocker effectivement nos effluents, vous arrivez à récupérer effectivement le CH4, eh bien nous donne aussi des atouts supplémentaires. Donc en conjuguant tous ces éléments, on se rend compte effectivement qu'en réalité, sur la troisième partie, eh bien, nous rendons service à l'environnement avec nos gaz à effet de serre. Eh bien, si on récupère nos gaz au lieu de les laisser partir et que ça pose un vrai problème effectivement aux aléas climatiques, eh bien de là-dessus on se rend compte qu'on est vertueux. On crée de la richesse, on favorise un aménagement du territoire qui est un atout sur lequel préserver l'élevage est pour nous une sécurité supplémentaire. Et puis on permet à tous nos autres agriculteurs effectivement d'évoluer dans leurs pratiques en limitant les risques. Donc ajouté à cela, eh bien on considère effectivement qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce développement de cette méthanisation. C'est bon. Eh bien, pour développer et équilibrer la méthanisation, pour nous, il y a plusieurs choses. C'est faire évoluer déjà les agriculteurs dans le concept, effectivement, d'avoir un complément de revenu est pour nous un atout supplémentaire. Quand on voit le contexte géopolitique instable qu'il peut y avoir sur notre territoire, eh bien, favoriser effectivement une diversification avec une économie circulaire est un véritable atout. Et si les élus s'emparent de ce dossier de manière complémentaire avec les agriculteurs, ils favorisent effectivement l'installation et le lieu d'installation, parce qu'on sait combien effectivement ces outils créent aussi du flux de matière, et ce flux de matière, il faut qu'il soit réfléchi en partenariat avec les élus. D'où l'intérêt effectivement de partager cet engagement avec les collectivités. Et puis derrière cela, c'est aussi une organisation de travail supplémentaire, parce que nous savons aussi que pour l'agriculture, eh bien, baisser effectivement l'utilisation d'engrais fossiles est aussi un atout supplémentaire. Et en baissant l'utilisation de l'engrais fossile, en étant de plus en plus autonome, eh bien pour nous c'est aussi d'une part une sécurité économique, mais aussi une sécurité sur l'approvisionnement vu l'instabilité politique que nous avons aujourd'hui. Quand on sait qu'une partie de nos azotes viennent de l'autre côté de la planète, eh bien je pense que c'est vraiment encourageant de continuer à poursuivre ce développement. En ajoutant cela, eh bien je pense qu'il faut le partager d'une part avec les industriels, parce que parfois... Oui, partager avec les industriels, effectivement, c'est aussi effectivement restructurer réellement une vraie économie circulaire sur nos territoires à une complémentarité. À cela s'ajoute effectivement la complémentarité avec le transport. Quand on sait que la mobilité, effectivement, est aussi un sujet effectivement de difficulté qu'on peut avoir sur nos territoires pour décarboner ces activités, eh bien créer des stations de distribution de gaz avec nos transporteurs en économie circulaire est pour nous vraiment une opportunité pour nos territoires. Et pour s'assurer effectivement que tout cela se fasse dans un bon équilibre, je pense qu'une véritable certification de nos méthaniseurs pour tuer une fois pour toutes effectivement ces mauvais messages qui sont donnés parfois sur ces outils qui pour nous sont une véritable opportunité, parce qu'on parle toujours effectivement de 2-3 outils qui ont été mal faits à un moment donné, alors que nous pensons
que plus que jamais, nous avons l'occasion, effectivement, de développer ces méthaniseurs sur nos territoires en cohérence avec l'environnement, en cohérence avec l'aménagement du territoire. À cela s'ajoute effectivement la réduction de nos gaz à effet de serre et de manière complémentaire la valorisation de nos CO2, puisque d'un côté on utilise effectivement le CH4, mais de l'autre côté il y a de nouvelles opportunités effectivement à vouloir utiliser le CO2. C'est le marché de demain sur lequel nous considérons effectivement utiliser du CO2 décarboné peut être un atout supplémentaire pour 1000 activités, si ce n'est que pour l'alimentation. Alors bien sûr en Alsace, quand on y produit beaucoup de bière, on sait qu'on a déjà une opportunité, avec de l'eau de l'autre côté de qualité, on sait qu'on a déjà quelques opportunités. Mais comme sur notre territoire, par exemple, nous avons aussi une cimenterie, qui crée effectivement quelques difficultés aussi, et qui est un des outils qui a été identifié au niveau national comme étant un des 50 outils les plus polluants, eh bien nous savons que travailler ensemble pour récupérer le CO2 et partager avec eux ces sujets d'énergie renouvelable sont pour nous une occasion et une vraie opportunité de partager ces sujets-là. Et valoriser le CO2 par exemple sur un concept semblable, voire demain, pourquoi pas, nous avons un aéroport qui n'est pas trop loin de Mulhouse-Bâle, eh bien demain les énergies avec le SAF et utiliser le CO2. Et si vous structurez ça de cette manière-là, vous comprenez combien les collectivités sont intéressées à ce développement économique. Et si je devais terminer avec ce sujet des collectivités, je voudrais dire, n'est-ce pas là l'occasion, effectivement, quand on sait qu'on est dans une période de rareté financière, eh bien, pour structurer effectivement l'intelligence et l'ingénierie sur le territoire, est-ce que les collectivités ne devraient pas être un plus grand partenaire sur ces sujets-là? D'une part, à faciliter l'implantation de ces outils, mais à faciliter à structurer et à organiser, et peut-être se financer de cette manière-là aussi, en partageant la part de risque et en donnant ces atouts supplémentaires. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes mobilisés sur ces enjeux-là, et dire de manière complémentaire que vous voyez un peu l'équilibre à ce niveau-là entre d'un côté l'alimentation, sur lequel effectivement nous voyons aussi les à-coups qu'il peut y avoir, que ce soit en termes climatiques ou en termes de valorisation, avoir un complément de revenus pour nos agriculteurs, avec parfois même des solutions, parce que lorsque vous travaillez sur une méthanisation, le stockage des effluents, effectivement dans le cadre de la méthanisation, leur simplifie le travail, mais en plus l'organiser par la méthanisation, l'épandage effectivement de ce produit, sont aussi des solutions supplémentaires et des facilitations effectivement pour nos agriculteurs, surtout pour nos éleveurs qui sont déjà en fragilité en termes de charge de travail. Vous ajoutez à cela, comme je disais tout à l'heure, la cimenterie qu'on disait, sur lequel on a un enjeu effectivement de leur apporter d'une part des énergies, puisqu'ils sont obligés de chauffer de manière importante, mais en plus, excédenteur de du CO2, eh bien si on pouvait imaginer sur notre territoire, eh bien cumuler le résultat du CO2 de nos méthaniseurs plus celui de Holcim de notre cimenterie, nous donnerait effectivement un volume supplémentaire effectivement pour structurer et organiser une vraie filiale de CO2. Et là on voit combien eh bien, le partenariat ensemble partagé entre tous les sujets sont des véritables atouts, et vous voyez combien nos énergies, de cette manière, produites localement, structurées localement, ça veut dire aussi avoir une sérénité d'approvisionnement, et qui est moins fragile par rapport à cette instabilité géopolitique. Je pense que ça devrait être la première des priorités pour nos territoires. C'est pour cela qu'on insiste effectivement que nous puissions continuer à développer ces enjeux-là sur nos territoires. Alors, je poursuis pour dire que... Voilà. Pour dire que, pour obtenir effectivement ce développement, eh bien, nous savons que nous avons eu une période d'arrêt. Il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés lorsqu'ils étaient effectivement entrepreneurs et qu'ils avaient, je dirais, l'envie et une période qui permettait aussi, avec les moyens financiers, les taux étaient un peu moins importants, c'était quand même plus facile de développer. Par contre, nous savons qu'aujourd'hui, il faut relancer cette filière. Nous étions dans une période de creux. Et pour relancer cette filière, nous avons lancé une AMI partagée effectivement avec nos différents partenaires que nous disions tout à l'heure, hein, que ce soit GRDF, que ce soit notre syndicat effectivement d'énergie renouvelable sur notre territoire, que ce soit la Chambre d'agriculture et que ce soit bien sûr nos collectivités. Nous voulons relancer, tout mettre en œuvre pour favoriser effectivement l'installation de nouveaux projets, de nouveaux méthaniseurs,
avec peut-être même demain une nouvelle organisation sur laquelle les collectivités seraient peut-être partenaires de manière plus importante sur ces projets-là, pour aussi avoir un accompagnement financier au retour. Vous voyez combien nous pensons effectivement que transformer nos territoires à 100% en gaz vert sur le Sungo, on y voit là une véritable opportunité, une chance de développement. C'est de l'emploi, c'est de l'aménagement du territoire, c'est de l'environnement, c'est surtout de l'économie circulaire effectivement de nos territoires. C'est pour cela que nous pensons effectivement que plus que jamais, le pays du Sungo doit s'emparer de ce dossier-là, mais aller même un peu plus loin. Ça peut aussi être une forme de financement demain pour nos collectivités. C'est pour cela que je crois beaucoup effectivement à ce développement, à cette opportunité. Alors, continuer à valoriser, à structurer, c'est pour cela que, oui, il y a eu cette fameuse affiche, ce fameux levier, effectivement, où nous pensons que c'est une opportunité pour nos collectivités, effectivement, de produire, de distribuer, de consommer. Et à cela s'ajoute la mobilité, que j'ai peut-être pas assez insisté. Eh bien, nous travaillons aussi sur des bus sur lesquels les collectivités encouragent effectivement à ce que ces bus soient utilisateurs de gaz vert, avec des stations de distribution d'énergie. C'est le premier modèle où nous voulons absolument être partenaires sur ce sujet-là, parce que nous sommes convaincus que demain, pour la profession agricole, en structurant en même temps effectivement des méta un peu sur nos territoires, on pourra aussi structurer des distributions d'énergie renouvelable, que ce soit pour nos bus, nos camions, mais que ce soit dans la collecte des déchets ou que ce soit dans la mobilité effectivement des gens qui vont au travail pour des territoires ruraux. Mais ça peut aussi être l'utilisation demain pour nos engins agricoles sur nos territoires ruraux. Cette complémentarité permettrait effectivement d'avoir toutes les solutions nécessaires, mais c'est des perspectives pour les 5 prochaines années sur lesquelles effectivement il faut encore au minimum un mandat pour arriver au bout. Mais j'y crois beaucoup parce que c'est là une véritable occasion. Mais pour cela, eh bien, travaillons de manière complémentaire. Et pour favoriser le petit détail qu'on avait fait à l'époque, permettant à faire comprendre que les élus du rôle qu'ils ont à jouer là-dedans, nous avons travaillé sur un plan de paysage en termes d'acceptabilité, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a effectivement parfois des dômes qui arrivent sur notre territoire et qui ont parfois tendance effectivement à démontrer que se passe-t-il, quelque chose de nouveau sur ce territoire. Eh bien, dans l'aménagement du territoire, en construisant le plan paysage et en faisant participer nos élus sur le terrain, les gens se sont rendus compte que le territoire, quand il vit, bouge, évolue, et qu'on doit se donner les moyens, parfois, simplement d'insister sur un cahier de charges d'aménagement permettant l'acceptabilité. J'allais vous poser une question justement par rapport à ça. On sait que les sujets d'acceptabilité concernent toutes les ENR. Je sais également qu'il y a des élus qui sont connectés. Vous, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés déjà par rapport au développement de méthaniseurs sur votre territoire, et comment vous avez réussi à embarquer la population, parce que finalement c'est ça qu'il faut faire? Alors, là où on a eu des difficultés, c'est qu'on a été incapable de communiquer. Ça a été durant la période Covid. C'est là qu'on a eu des difficultés, parce que quand il y avait la période Covid, effectivement, les marchands de peur avaient assez facile effectivement à expliquer, et puis l'explication pardon, l'explication sur le terrain a été difficile, on a pris trop de temps. C'est pour cela qu'on considère qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez développer de la méta, ça doit être un enjeu territoire, et dès l'amont, partager ça avec les élus, de telle sorte à ce qu'on puisse déminer très rapidement, et ne pas faire effectivement ce qu'on a parfois eu tendance à faire, c'est que la profession monte un projet, et l'apporte et met les élus devant je dirais, un projet qui est déjà abouti. Et ça, c'est pas bon. Par contre, si on le co-construit, je vais aller plus loin, et en tant que collectivité, quand on le co-construit, eh bien derrière, ça veut dire que la circulation de la matière première, il faut la réfléchir en amont. Et c'est là que joue pleinement le rôle de l'élu, pour dire que ce circuit, il passera bien, ça peut être un atout. Et si on est assez habile, en réalité, la collectivité arrive même à se faire payer un certain nombre d'aménagements de manière complémentaire, justement au service de la population. Du moins, c'est comme ça qu'on a fait quelques dossiers. Est-ce que vous co-construisez également avec les associations? Je vois Isabelle Devazier sur le chat nous pose cette question. Est-ce que vous prenez en compte les associations? Parce que parfois, des projets sont abandonnés parce qu'une petite association locale se met à faire des recours, etc. Dans votre co-construction, j'imagine que ce n'est pas que avec les élus, mais c'est un petit peu plus large avec l'ensemble des parties prenantes du territoire? C'est partie prenante avec l'ensemble du territoire. Et je pense que parfois, s'il y a des mouvements qui se font, c'est de l'incompréhension. Et parfois, il est très difficile, effectivement, de revenir, une fois qu'on a installé
un climat de peur et de crainte, effectivement. Ce qu'il faut, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, c'est ouvrir les portes de nos outils, de telle sorte à ce que les gens puissent se rendre compte qu'en réalité, c'est pas aussi terrible qu'ils veulent bien le dire. Je prends l'histoire, sur ma commune, nous avons un outil qui régulièrement organise des portes ouvertes, permet aux gens, aux citoyens lambda de dire « vous voulez du compost ? Venez chercher du compost ». Vous voyez, on fait du bio. Et donc, c'est toutes ces positions qui montrent effectivement qu'on peut partager à condition d'être ouvert. C'est parfois juste la peur de ne pas dire les choses, de ne pas savoir expliquer, parce que c'est aussi ça, fait que il s'est créé un climat de méfiance. Et ça, il faut l'atténuer dès le début. Et une fois qu'on arrive à l'atténuer, derrière, ça fonctionne. Et Denis, ça me fait penser quand on voyait sur la photo avec les panneaux, le panneau gaz vert, donc là vous nous avez bien illustré tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez fait, mais là où vous êtes exemplaire aussi, et ça contribue de l'acceptabilité, c'est à le faire savoir, et je ne crois pas me tromper en me disant que vous avez une vingtaine de collectivités qui ont arboré les panneaux d'entrée de ville engagée gaz vert, et ça permet, voilà, ça paraît peut-être anecdotique, mais je pense que ça permet aux citoyens de savoir qu'ils ont une ville qui produit du gaz vert et qui le consomment et que ça contribue de l'économie circulaire de leur territoire. Oui, je partage tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a commencé à parler des fameux projets méthanisés en 2018, lorsqu'on a commencé à poser les permis, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées. Derrière, on a partagé au sein des conseils municipaux les différentes questions qu'il peut y avoir pour dire qu'on n'a pas peur effectivement de venir expliquer. Par contre, ce qu'on s'engage, c'est qu'à chaque étape, on va le partager avec vous. Et du coup, une fois qu'on a pu construire et que ces outils fonctionnent maintenant depuis 3 ans, chaque fois qu'on nous le demande, que les élus nous le demandent, eh bien on les accueille, on leur montre qu'on n'a rien à cacher. Au contraire. Et du coup, ça change totalement, ça donne même une certaine fierté de dire « je suis un partenaire en tant que collectivité de ce projet, puisque je récupère du digestat, je permets l'alimentation, et puis aussi pour sortir des clichés, parce qu'en disant que ces outils font de la concurrence à l'alimentation, je vais le dire aussi, théoriquement dans les cahiers de charges nationaux, on a 15% de culture dédiée. Eh bien sur les fonctionnements des outils que nous avons aujourd'hui, sur le terrain vérifiable, nous sommes à 5%. 5%, tout ça pour dire que, eh bien oui, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi, quand on ne sait pas, on se met un certain nombre d'idées en tête, mais une fois que l'expérience passe, on voit combien on apprend et combien derrière on est capable effectivement d'apporter des solutions. Et par exemple, par rapport aux odeurs de ces outils, pareil, c'est de manière complémentaire. Eh bien, quand c'est maîtrisé techniquement, eh bien, on arrive à apporter régulièrement des solutions et à apporter effectivement de ce côté-là cette sérénité qui est nécessaire. Merci beaucoup Denis. On a une dernière question, mais plutôt orientée sur Coenov, je pense, pour Isabelle et peut-être GRDF, concernant les potentiels biomasses. Quelle est la position de Coenov à ce sujet? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'insuffisance finalement de la biomasse pour être utilisée notamment dans les gaz renouvelables. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Isabelle? Oui, c'est vrai que Coenov s'appuie vraiment sur les travaux des experts du sujet, que sont les opérateurs de distribution du gaz en France. Je citais dans mon introduction le dernier rapport des perspectives gaz 2024 qui confirme ce potentiel, et ça a été également confirmé par des acteurs, on va dire, peut-être plus neutres, comme je pense à Solagro, qui a fait une étude qui confirmait le potentiel de méthanisation et l'absence de concurrence d'usage sur ce potentiel-là. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, différentes études qui montrent qu'on a tout à fait le potentiel pour atteindre les 20% de gaz vert en 2030, les 40% en 2035, et espérer, et je crois que c'est Pierre qui l'évoquait tout à l'heure, avec les nouvelles technologies de gaz bas carbone, qui sont là pour le coup moins matures, mais qui sont en devenir, de remplacer l'ensemble du gaz consommé en France. Parce que comme je le disais, la trajectoire est un verdissement progressif du gaz, mais en même temps, dans le même temps, les consommations de gaz vont diminuer ensemble. Donc aujourd'hui, toutes les études confirment qu'on peut remplacer l'ensemble du gaz fossile sur le territoire par du gaz renouvelable. Merci beaucoup Isabelle. Peut-être un petit mot de conclusion, parce qu'il Oui. est déjà 12h06. Oui.
Donc merci déjà à l'ensemble des participants et des intervenants aujourd'hui. On était ravis de vous accueillir. Je pense que c'était très intéressant et qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, pour le mot de la fin, je vais faire écho à l'actualité puisqu'on a les débats sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui se font en ce moment. On peut regretter qu'ils se fassent si tardivement et qu'ils soient en plus sans vote. C'était hier à l'Assemblée et prochainement au Sénat. Mais dans ce contexte-là, ça nous paraît essentiel de soutenir la filière des gaz renouvelables parce que c'est une énergie, vous l'avez très bien dit Denis, une énergie emblématique des territoires qui contribue à l'économie circulaire, qui sera essentielle à la réussite de la transition énergétique parce que c'est une énergie stockable et que ça a vraiment du sens dans des usages comme celui du bâtiment qui est un secteur particulièrement thermosensible avec des appels de consommation en hiver. Donc vraiment, je vous remercie. Je remercie vraiment nos 3 intervenants pour vos témoignages d'acteurs engagés du terrain, qui croient au gaz renouvelable, qui se sont lancés dans des initiatives vertueuses, des actions concrètes. Je vous le disais tout à l'heure, la liste des acteurs engagés, elle s'étoffe. On a donné le chiffre tout à l'heure. C'est aujourd'hui plus de 2500 acteurs et j'espère que ça n'est encore qu'un début et qu'avec ce webinaire, d'autres seront incités à rejoindre la démarche puisque notre souhait, c'est de pouvoir montrer que la trajectoire des gaz verts, ce n'est pas justement qu'un chiffre, qu'une trajectoire, qu'une promesse. C'est déjà une réalité qui s'impose pour décarboner la France. Donc merci à vous, acteurs engagés, et rejoignez-nous dans cette démarche. Et rendez-vous en juin pour le prochain InnoGaz, Isabelle. Et rendez-vous évidemment en juin pour notre prochaine InnoGaz. On parlera là, cette fois-ci, peut-être d'intelligence artificielle en lien toujours avec les gaz verts. Donc merci à vous d'être fidèles à notre rendez-vous. Au revoir. Au revoir.